Cette vidéo fait partie de toute une série consacrée à Warhammer 40 000 V10. Pour moi, ça a été plus de 4 semaines de travail et j'espère que pour vous, c'est intéressant, amusant et divertissant. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le guide. Faites un petit tour sur la page de Tipeee parce qu'avec la chaîne, eh bien, c'est ma seule source de revenus. Et en contrepartie, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, des vidéos exclusives, des vidéos en mode aussi podcast. L'autre façon de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de passer par les liens d'affiliation. Donc, vous en avez chez MyHobbyPlace, ça c'est le plus important. Et puis aussi chez Philibert et Amazon. Vous avez les liens en description, mettez-les en favoris, ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me permet toujours de m'en sortir un petit peu mieux. Salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos apprendre à jouer à Warhammer 40 000 avec les nouvelles règles de la V10. Donc si vous êtes parfaitement débutant, je vais vous faire plein de mises en situation, vous allez comprendre ça très facilement. Et si vous êtes un joueur un petit peu aguerri, eh bien je suis avec l'ami Bijorn de la chaîne Bijorn's Games où j'effectue de nombreuses analyses sur notre jeu Warhammer 40 000. Cette première vidéo, elle va être consacrée à la phase de commandement et à la phase de mouvement. Alors avant de commencer, je vous précise que Warhammer 40 000, c'est un jeu qui se joue par tour de joueur. C'est-à-dire que quand c'est mon tour de jouer, je vais faire ma phase de commandement, puis ma phase de mouvement, puis ma phase de tir, puis ma phase de charge. Il n'y a que éventuellement pendant la phase de corps à corps que on va avoir une sorte d'activation alternée entre les différentes unités des combattants. Mais sinon, c'est majoritairement un jeu où on joue pendant son propre tour. Alors après, on verra qu'il y a quand même un petit peu d'interaction entre les joueurs pendant leur tour, justement par le biais de stratagèmes qui viennent interrompre en fait le tour de l'adversaire et puis venir permettre à un joueur de faire certaines actions. Alors la première chose à faire quand vous commencez votre tour de bataille, c'est de vérifier si vous n'avez pas des capacités qui sont déclenchées. Donc ça peut être une capacité de personnage, une capacité liée à votre faction. Là en l'occurrence, c'est celle de Belisarius Cawl qui me demande au début du tour de bataille de choisir en fait une capacité. Alors dès que la partie commence, on commence avec la phase de commandement. Les deux joueurs sont à 0 point de commandement, ça c'est une petite différence par rapport à la V9. Et tout de suite, on gagne un point de commandement chacun. Mais durant la partie, vous allez sûrement gagner grâce à différents effets un point de commandement supplémentaire. Dans tous les cas, quelle qu'en soit la source, vous ne pourrez pas en gagner plus d'un. Donc attention parce que dans la phase de commandement, vous pouvez aussi avoir certains personnages comme le Farseer par exemple qui déclenchent leur pouvoir à ce moment. Donc voilà, il faut être vigilant. Et une fois que vous avez fait ça, tout simplement, on passe à l'étape d'ébranlement. Première chose à faire pour chacune de mes unités, je vais regarder l'effectif actuel. Donc là par exemple j'ai 3 guerriers Necrons. Quand j'ai commencé la bataille ils étaient à 10, donc je suis à moins de la moitié. Attention, c'est pas la moitié, c'est bien moins de la moitié. Donc je vais faire un test de commandement. Test de commandement, je lance 2 dés, je les compare par rapport à ma valeur de commandement, qui là en l'occurrence est de 7. Si c'est réussi, si je fais égal ou supérieur, eh bien rien ne se passe, ils vont continuer à être opérationnels. Par contre, si jamais je fais un score beaucoup plus petit, comme par exemple 4, eh bien ils vont se retrouver ébranlés. Donc à vous de trouver un petit marqueur ou ce genre de choses pour vous en rappeler. Les conséquences, c'est que votre valeur de contrôle d'objectif va être à 0, donc vous n'allez plus pouvoir contester un objectif, et puis vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'un quelconque stratagème lors de ce tour. Par contre, le seul stratagème que vous pourrez utiliser est celui de courage insensé, coûtant 1 point de commandement. Votre unité sera considérée comme ayant réussi ce test et n'est pas ébranlée en conséquence. Alors je vous ai parlé d'effectifs, mais attention parce que le nombre de points de vie restants va aussi rentrer en compte. Donc c'est-à-dire que si vous avez le Rédemptor, bien sûr son effectif c'est 1, ça va rester 1 jusqu'à ce qu'il décède. Par contre ses points de vie, il a démarré à 12, là il ne reste plus que 4, donc il va devoir faire un test d'ébranlement, et même si c'est une machine incroyable. Donc a priori le sans-peur a disparu, en tout cas je n'ai pas vu jusqu'à présent. La même chose pour les personnages, faites bien attention aux points de vie restants. Attention, car lorsque vous faites votre test d'ébranlement, vous ne pourrez pas le relancer avec le stratagème relance de commandement. Alors une unité ébranlée, certes c'est embêtant parce qu'elle va plus pouvoir contrôler d'objectifs, mais elle va continuer à jouer, donc vous pouvez tout à fait venir bouger, faire des actions spéciales qui sont associées au scénario, venir charger, tirer, etc. et toujours embêter l'adversaire. Donc suivant la carte de mission, vous pouvez être amené à vérifier justement à la fin de votre phase de commandement si vous contrôlez des objectifs. Là on a vu que les Necrons ont un objectif contrôle de 2, c'est-à-dire que je compte chaque figurine. Donc là, 1, 2 x 2, ça fait 4. Lui est trop loin pour contrôler. Face au Balisterius qui lui aussi a 4, là, auquel cas, on est à égalité. Il aurait suffi, par exemple, que ce petit guerrier grappille un tout petit peu et soit dans la zone de contrôle de l'objectif qui s'étend à 3 pouces à partir de ce socle de 40 mm pour gagner le contrôle et gagner les points de la mission. Dans la phase de mouvement, eh bien, c'est le moment où vous allez pouvoir déplacer vos figurines. Donc vous avez la caractéristique de mouvement qui est différente suivant chaque figurine. Donc ça vous donne la distance maximum que vous pouvez parcourir. Alors attention, petit changement, que vous passiez à travers un terrain ou pas, ça ne limite absolument pas votre mouvement. Donc là, les Termagants ont un mouvement de 6,
Donc je les amène tous à 6. Alors il faut faire attention parce que, vous voyez, si on avance un petit peu vite fait les choses, et bien lui en fait a fait un peu plus que 6. Donc il faut bien vérifier que si vous prenez au début du socle, et bien le socle ne va pas dépasser la valeur de 6 et vous continuez comme ça. Alors après, bien sûr, ne vous prenez pas trop la tête, ça reste un jeu. Alors attention sur les véhicules parce que évidemment, si vous mesurez de bout en bout, donc là par exemple, je vais faire 10 avec le Land Raider, si je me mets à pivoter, et bien comme vous le voyez par exemple, cette zone ici du véhicule a parcouru plus que 10. Donc faites bien attention si vous avez envie de vous réorienter pour profiter d'un couvert par exemple, et bien comme le Land Raider va bouger de 10, et bien vous prenez vraiment, par exemple vous allez bouger par exemple que de 5, et puis après ici vous allez mesurer l'espace sur lequel il va bouger aussi. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous ne pourrez pas aller plus loin parce que cette partie-là a fait 10 pouces. Autre possibilité de mouvement, je peux faire une avance, c'est-à-dire que je vais additionner ma valeur de mouvement à la valeur d'un des 6. Donc là, plus 2, il bouge à 8, 8 plus 2, 10, et je vais me rapprocher. Par contre, attention, une fois que vous avez fait avance, vous n'avez plus la possibilité de charger, donc faites-le vraiment pour contrôler les objectifs. Vous n'aurez pas non plus la possibilité de tirer, sauf si votre arme a la règle assaut. Autre possibilité dans votre phase de mouvement, c'est aussi de rester stationnaire, donc vous ne bougez pas et ça va vous apporter des bonus pour tout ce qui est arme lourde. Alors dernière possibilité pour vous déplacer, c'est simplement de faire un mouvement de retraite. Donc là, ça arrive évidemment quand je suis engagé au corps à corps, donc les Terminators peuvent reculer de 5, donc pour venir se faire soutenir par le chevalier qui est ici. L'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir se désengager. L'inconvénient, c'est que je ne vais pas pouvoir faire une charge ni faire de tir. Donc l'autre possibilité, c'est par exemple, j'ai envie de me rapprocher de l'objectif parce que c'est très tentant, et bien je peux aller vers l'objectif. Donc celui-ci, pas de souci, il va avoir le mouvement pour venir faire le tour. Par contre, ceux-ci, si je veux vraiment les envoyer dans l'objectif, il faut que je traverse l'unité avec laquelle je suis en contact, à condition de rester à plus de 1 pouce pour sortir justement de la zone d'engagement. Et toutes les figurines, ces deux-là qui ont traversé des unités adverses, vont faire un test de fuite désespérée. Alors attention maintenant parce que si vous êtes ébranlé, même si vous ne traversez pas de figurines ennemies, eh bien vous devez quand même faire un test de fuite désespérée. Ça par contre, ça peut vraiment changer des choses. Alors le test de fuite désespérée, c'est tout simplement vous jetez autant de dés qu'il y a de figurines et sur un 1 ou un 2, eh bien vous perdez une figurine. Après, vous n'avez pas besoin de les cibler, donc c'est-à-dire que en l'occurrence, je pense que je vais perdre Monsieur au gantelet avant de perdre mon magnifique canon d'assaut et mon magnifique capitaine. Alors à chaque fois que vous vous déplacez, il y a une chose à respecter absolument, c'est la cohésion d'unité. Donc à partir du moment où les figues font partie de la même unité, eh bien elles doivent être à 2 pouces maximum l'une de l'autre. Donc vous pouvez avoir des petits outils comme ça qui vous facilitent la vie. À noter que si par contre vous mesurez horizontalement à 2 pouces, vous avez le droit en hauteur jusqu'à 5 pouces. Donc je peux mettre cette figurine ici, ça fait 5 pouces de haut, elle est bien en cohésion d'unité, pas de souci. Malheureusement, si par une raison quelconque je ne peux pas être en cohésion d'unité, eh bien le mouvement n'est pas possible. Voire même si quelque chose m'empêche de le faire, eh bien les figurines qui ne sont pas en cohésion à la fin du tour sont simplement détruites. Donc ça c'est valable tant que vous n'avez pas plus que 6 figurines. Par contre attention, bien sûr, si vous avez une unité de 7 figurines ou plus, il faut maintenant que chaque figurine soit en cohésion de 2 figurines. Donc là, celle-ci, elle est ici et ici, c'est bon. Par contre, celle-ci, attention, elle n'est en cohésion qu'avec une seule figurine. Donc il faudrait que je me rapproche suffisamment pour être en cohésion de 2 figurines. De même pour celle-ci, donc on peut imaginer qu'elle soit ici. Petite particularité dans cette nouvelle édition, nous allons pouvoir traverser nos propres unités, ce qui va permettre de pouvoir mettre un plan de jeu en place afin de pouvoir charger des unités adverses. Par contre, nous n'allons pas pouvoir traverser des véhicules ou des monstres. Alors certaines unités ont la capacité vol, ça c'est vraiment très pratique parce que vous pouvez passer à travers des unités ennemies et puis vous pouvez aussi aller en diagonale sur les étages. Donc là j'ai juste à mesurer cette distance là, voilà, là je bouge à peu près à 10 pouces, je viens ici, ce qui va me permettre après de pouvoir tenter une charge. Alors certaines figurines ont la capacité de transport, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des figurines à l'intérieur. Alors premièrement, comment est-ce qu'on rentre dans un véhicule? Eh bien tout simplement, vous déplacez votre unité et il faut qu'elle soit à 3 pouces de n'importe quel élément de la coque, pas la peine de vraiment faire attention où est-ce que sont les portes. Premièrement, ça vous permet de rentrer. Par contre, attention, si une seule figurine n'a pas le mouvement nécessaire pour être à 3 pouces de la coque, eh bien aucune des figurines de l'unité ne peut rentrer. Alors maintenant le débarquement, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, le véhicule n'a pas bougé, auquel cas j'ai envie de sortir avec mon unité, je dois la placer, par contre cette fois-ci entièrement à 3 pouces. Donc je vérifie bien que l'intégralité du socle soit dans les 3 pouces. Alors encore une fois, pas d'un point d'accès, mais d'une partie de la coque du véhicule. Donc je place mon unité, toujours en cohésion d'unité bien sûr, j'ai pas le droit d'en mettre un sur le côté, et après je peux bouger normalement sans aucune restriction. Donc continuer par exemple mon mouvement de 5 par ici.
Alors autre possibilité, c'est si votre véhicule a fait un mouvement, un simple mouvement, pas un mouvement d'avance, eh bien vous avez quand même la possibilité de débarquer et de tirer. Par contre, vous avez déjà fait un mouvement, donc vous ne pouvez pas bouger ni faire un assaut, sauf règle particulière comme justement le Land Raider en l'occurrence. Lorsque votre véhicule est détruit, dans l'exemple par un Dread de la mort des orques, vous allez devoir forcément débarquer l'unité qui est à l'intérieur de votre véhicule. Et comme l'a stipulé Iggy durant le débarquement, vos figurines devront être entièrement à 3 pouces de votre transport détruit. A partir de là, vous devrez lancer autant de dés que vous avez de figurines dans votre unité, et pour chaque résultat de 1, vous allez subir une blessure mortelle. Dans cet exemple où le Land Raider est entièrement entouré par une unité de guerriers Necrons, je ne vais pas pouvoir débarquer entièrement à 3 pouces, car j'arriverai à portée d'engagement des guerriers Necrons. Dans ce cas, je vais devoir effectuer un débarquement d'urgence. Dans ce cas, je peux débarquer entièrement à 6 pouces, mon unité, ce qui me permet de ne pas être à portée d'engagement des guerriers Necrons. Je lancerai autant de dés que j'ai de figurines dans mon unité, et sur un résultat de 1, 2 ou 3, je subirai une blessure mortelle. Dernier cas, si votre unité ne peut pas débarquer entièrement à 6 pouces de votre transport, alors elle est détruite. N'oubliez pas, votre transport sera retiré du jeu une fois que vous aurez fini de débarquer. Alors maintenant, on va voir un cas assez particulier, c'est le cas des aérodynes, donc c'est tout ce qui est aviation. Alors, je vous explique pas comment est-ce qu'ils sont placés, on verra ça avec les réserves. Pour l'instant, on va s'occuper uniquement du mouvement. Donc, les aérodynes ont la capacité d'avoir un mouvement minimum. En général, c'est 20 pouces. Alors là, on n'a pas les stats pour ce magnifique bombardier, donc on va dire qu'il va entre 20 et 60 pouces. Alors, première chose, je vais bouger en ligne droite. L'orientation est extrêmement importante, donc je peux me déplacer par-dessus les unités ennemies, que ce soit des unités d'infanterie, des unités de tank. Je peux me déplacer par-dessus les décors en les ignorant, et il faut au minimum que je fasse 20 pouces. Donc là, je vais aller même un peu plus loin. Je vais faire 30 pouces pour arriver jusqu'ici. À partir du moment où je me suis posé ici, j'ai le droit à un pivot de jusqu'à 90 degrés. Donc là, je pivote soit à gauche, soit à droite. Bien sûr, j'ai pas envie de sortir de la table, donc on va aller plutôt à gauche. Et là, encore une fois, soit je reste ici pour pouvoir taper un petit peu ce petit chevalier, soit je peux le traverser à niveau, tout en sachant que je peux aller, encore une fois, je vous dis, jusqu'à 60. Donc là, j'ai fait 30. Il me reste encore 30 pouces de mouvement pour aller, vous voyez, assez loin. Alors maintenant, le cas particulier, c'est sur ceux qui ont le trait stationnaire. Donc pour l'instant, on n'a pas tous les datasheets, c'est un peu difficile, mais on va imaginer que le Stormraven est stationnaire. Donc quand je vais le déployer, même avant de jouer, je vais décider soit de le jouer en tant qu'aérodyne pendant toute la partie, soit en tant que stationnaire, mais aussi tout le long de la partie. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le déployer directement. L'inconvénient, c'est qu'il ne va plus pouvoir bouger aussi vite, et maintenant, il va bouger uniquement de 20 pouces. Donc c'est ce qui est précisé dans le livre de règles. Après, dans certains datasheets, peut-être ça va pouvoir évoluer. Mais là, maintenant, j'ai ce mouvement de 20 pouces. Et là, par contre, je vais plus pouvoir passer aussi bien, aussi facilement que je veux. Donc, si j'ai le mouvement, je peux quand même passer par-dessus les unités, à condition que j'ai le mot-clé vol. Mais je ne peux pas non plus m'arrêter n'importe où. L'avantage aussi, c'est que je peux ici tourner sur moi-même, pivoter comme je veux. Je ne suis pas limité à cet angle de 90 degrés après mon mouvement. Maintenant que l'on a vu l'étape de mouvement durant la phase de mouvement, nous en avons une deuxième qui s'appelle l'étape de renfort. C'est à ce moment-là où vos unités qui sont en réserve ou en réserve stratégique vont pouvoir arriver sur le champ de bataille. Par exemple, mes Terminators étaient en frappe en profondeur et sont arrivés en jeu à 9 pouces de toute figurine ennemie. Par contre, pour les autres qui arrivent en réserve stratégique, vous allez devoir respecter certaines règles. La première, vous ne pouvez arriver qu'à partir du tour 2. Dans ce cas, vous arrivez entièrement à 6 pouces sur n'importe quel bord du champ de bataille en dehors de la zone de déploiement ennemi. Et contrairement à la V9, petit changement, à partir du 3e tour, vous arrivez entièrement à 6 pouces de n'importe quel bord du champ de bataille, même celui de l'adversaire. Donc les petits accessoires indispensables, c'est souvent ce genre de choses pour être sûr d'être à 2 pouces, pour mesurer plus facilement. Vous avez aussi le mètre gradué aussi en pouces. Vous avez aussi la possibilité, on n'a pas dit, de tout le temps tout mesurer. Ça peut vous permettre de savoir si vous êtes à distance de charge ou de tenter des choses. Ou de tir. Alors la phase de tir dans Warhammer 40 000, c'est sans doute la phase dans laquelle il va se passer le plus de choses, bien sûr, et dans le futur, ça va se passer la plupart du temps à distance, donc on a tout un tas d'armes. Alors, je vais vous expliquer pas à pas comment on peut prendre une unité ennemie pour cible, quelles sont les statistiques qui sont importantes, et puis comment on va réussir, en jetant les dés, à toucher les adversaires, à leur faire des sauvegardes, et à réussir à l'éliminer de la table.
Donc la détermination des lignes de vue, ça va être un point important dans le jeu et il faut bien avoir en tête que malgré la position des armes, vous voyez là j'ai une épaulette, le dessus, le côté, un bras, etc. Et bien peu importe, à partir du moment où j'ai un morceau de ma figurine qui voit la figurine cible, je peux lui tirer dessus avec toutes mes armes, même si chacune des armes n'a pas forcément une ligne de vue. Après, la contrepartie aussi, c'est que vous êtes très grand, donc ça va être assez facile pour vous de vous faire prendre pour cible. Mettez-vous malgré tout d'accord avec l'adversaire, essayez de privilégier une partie agréable plutôt que la prise de tête, parce que vous voyez, si je dis « Ah, je vois juste l'antenne, est-ce que vraiment je peux tirer sur l'adversaire ?» Bon, c'est une question de bon sens, ça je peux pas vous l'expliquer en vidéo, c'est vraiment à vous de gérer ça chez vous. Alors attention, parce qu'on parle bien évidemment de ligne de vue réelle, c'est-à-dire que faut vraiment regarder par exemple entre les pattes du Dreadnought Redemptor, on peut voir à travers lui, par contre si c'est complètement opaque comme le Land Raider, on ne voit pas. Restriction cependant, si vous voyez ne serait-ce qu'une figurine de l'unité, l'unité complète est visible et va pouvoir prendre des tirs. Il n'y a pas qu'une seule figurine qui va disparaître, donc faites vraiment attention. En général, on va souvent réussir à trouver des lignes de vue. Et à travers les figurines de la propre unité, eh bien on n'est pas écranté, c'est-à-dire que même si une figurine de votre unité cache complètement le reste de votre unité, et bien malgré tout, on considère que toute votre unité est visible. Le tir indirect fut drastiquement puni durant l'édition précédente. Désormais, si vous n'avez pas de ligne de vue contre l'unité adverse que vous ciblez, vous subirez un malus de -1 pour toucher et l'unité adverse bénéficiera du couvert. Dans notre exemple, le Basilisque, ne voyant pas l'unité de Termagant, il touchera avec un malus de -1, et l'unité de Termagant obtiendra un bonus de +1 à ses jets de sauvegarde dû au bénéfice du couvert. Donc une fois que vous avez vérifié que vous aviez bien une ligne de vue sur l'unité, donc vous puissiez voir l'unité, et bien vous allez déterminer tout de suite quelle arme va tirer sur quelle cible. Donc oui, vous pouvez séparer vos tirs, donc vous pouvez envoyer des petites armes anti-infanterie contre de l'infanterie, votre arme anti-tank portée par le même véhicule ou la même unité aussi, directement sur une autre cible un petit peu plus intéressante. Par contre, il faut tout annoncer, donc c'est-à-dire qu'il y a une petite prise de risque, vous ne savez pas encore ce qui va se passer, peut-être qu'il faudrait la jouer un petit peu plus sécurité en envoyant un peu plus de tirs ou pas. Ça c'est votre choix, votre stratégie, mais en tout cas tous les tirs doivent être annoncés avant de jeter le moindre dé. Vent solitaire est une capacité que l'on retrouvera principalement sur certains personnages, aussi ne pouvant être ciblés par des attaques à distance seulement si la figurine attaquante est à 12 pouces ou moins. Dans le cas contraire, l'adversaire devra sélectionner une autre unité. Alors vous avez malgré tout quelques restrictions avant d'avoir le droit de tirer, donc déjà il ne faut pas avoir fait un mouvement d'avance, vous savez c'est quand vous jetez un D6 en plus de votre valeur de mouvement. Deuxième chose, il ne faut pas avoir une unité qui a battu en retraite, auquel cas vous n'avez pas le droit de tirer. Et troisième chose, comme on le voit ici, si vous êtes en corps à corps, engagé contre une unité, vous n'avez pas le droit de tirer dessus, à moins que vous ayez une arme avec le trait pistolet, auquel cas cette arme et cette arme seulement peut tirer sur la cible avec laquelle vous êtes engagé. Nous avons vu durant la phase de tir qu'une unité ne pouvait pas tirer si elle avait avancé. Eh bien, si votre arme possède la capacité assaut, vous pourrez tout de même tirer sans malus associé à votre avance. Dans cette nouvelle édition, les malus que vous aviez connus n'existent plus. Par exemple, avec le Screamer Killer, vous pourrez bouger de 8 pouces, plus un D6 pour votre avance, et utiliser votre arme Bioplasmic Scream durant votre phase de tir car elle possède la capacité assaut. Alors maintenant il y a une règle qui va s'appeler au paradis des gros calibres qui va s'occuper des unités de type véhicule ou des unités de type monstre. Alors eux ont la particularité de pouvoir tirer même s'ils sont engagés au corps à corps. Alors ils ne peuvent pas tirer sur tout le monde, mais ils peuvent tirer sur l'unité avec laquelle ils sont engagés et même s'ils n'ont pas d'arme de type pistolet. La contrepartie c'est que bien évidemment comme c'est assez difficile de les toucher parce qu'on imagine que ça bouge, et bien vous allez avoir un -1 sur votre jet pour toucher. Alors la contrepartie c'est que les unités comme les monstres ou les véhicules peuvent eux-mêmes être pris pour cible et ce même s'ils sont engagés. Donc après, peu importe que vous soyez une figurine d'infanterie, une figurine véhicule, vous pouvez tirer sur le monstre adverse ou le véhicule adverse. Après, comme vous avez un peu peur de toucher votre allié, eh bien vous allez avoir un malus de -1 sur votre jet pour toucher. Alors les armes qui ont la règle torrent, eh bien tout simplement elles touchent automatiquement leur cible parce qu'il n'y a pas à lancer de dés. Alors avec le stratagème en état d'alerte, on vous demande de faire des 6 pour toucher sans tenir compte de l'ACT ni des modificateurs. Pour moi, la règle spéciale c'est ni l'ACT ni un modificateur qui serait un +1 ou un -1. Donc je pense que torrent fonctionne avec état d'alerte, vous n'avez pas à faire de jet pour toucher. Maintenant c'est soumis à interprétation donc à confirmer avec une fac éventuellement. Grand changement sur la gestion des armes lourdes. Désormais, si votre unité est restée immobile, alors vous obtenez un bonus de +1 pour toucher. Fini le tracas des anciennes éditions où nous
devions réfléchir si notre figurine subissait un malus ou si elle était encore capable de tirer. Alors vous vous rappelez qu'à partir du moment où on voit une de vos figurines de toute l'unité peut être prise pour cible. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut que chacune des figurines que vous ayez envie de faire tirer puisse avoir une ligne de vue pour avoir le droit de tirer. Si par exemple celle-ci était cachée par un obstacle ou un mur, eh bien je ne pouvais tirer qu'avec celle du bas. Maintenant, avant d'avoir le droit de tirer avec chacune des figurines, eh bien, j'ai différents types d'armes. Donc là, on va regarder le profil de l'arme. Profil de l'arme, ici, ce sont les Flayers, et ici, à l'étage, ce sont les Reapers. Les Flayers ont une portée de 24 et eux, uniquement de 12. Donc il faut que je vérifie, figurine par figurine, vous voyez, le 12 est ici, si j'ai bien la portée, socle à socle, avec ma figurine. Donc à l'inverse, faites attention parce que vous allez mesurer à partir du socle. Et à partir du moment où vous avez un socle, donc les véhicules qui n'ont pas de socle, eux, c'est à partir d'un point de coque. Mais ici, sur l'exemple de cette armure, je ne pourrais pas mesurer à partir d'ici, il faudrait bien que je mesure à partir d'ici. La capacité d'efflagration des armes fut très décevante et compliquée à utiliser durant la 9e édition. Mais les concepteurs de la 10e ont été très malins. Lorsque vous tirez sur une unité par tranche complète de 5 figurines, vous obtenez tout simplement un bonus d'un tir supplémentaire. En contrepartie, il ne sera toujours pas possible de tirer avec ce type d'arme si votre figurine est à portée d'engagement d'une unité ennemie. Dans l'exemple qui est ici, j'ai donc 3 figurines qui peuvent tirer. Je regarde leur profil, le profil de chaque arme. Je vois que je vais avoir le droit de faire un tir par figurine, donc 1, 2, 3 dés. Et ensuite, je regarde la CT. Elles ont une CT de 4+, il suffit que je fasse des 4 ou plus pour réussir mes touches. Là, j'ai 2 touches. Désormais, la 10e édition met en exergue les résultats obtenus sur vos jets de dés, en appelant vos résultats 6 non modifiés sur votre jet pour toucher une touche critique, et pour ce qui est du jet pour blesser, une blessure critique. C'est une notion importante à retenir car d'autres capacités découleront directement de cette mécanique. En V9, nous avons connu 2 capacités qui généraient différents types d'attaques supplémentaires et chacune avait une gestion bien différente. Un grand merci car en V10, nous n'aurons qu'une seule capacité pour gérer cela, les touches soutenues. Elles ajouteront des touches supplémentaires sur vos touches critiques. Tir rapide X permet de rajouter X attaques à votre arme à condition que vous soyez à la moitié de votre portée. Là dans notre exemple, on a 2 guerriers Nécrons qui sont à moins de 12, donc ils sont à la moitié, vous rajoutez chacun une attaque, alors que celui qui a plus de 12, eh bien lui ne va faire qu'une seule attaque de tir. Si toutes les figurines de votre unité possèdent discrétion, alors vous infligerez un malus de -1 pour être touché contre les attaques à distance de l'unité attaquante. Attention tout de même, car si vous attachez un personnage meneur à votre unité et qu'il ne possède pas la règle discrétion, alors vous n'infligerez plus ce malus. Alors je profite qu'on soit sur la fiche de la Venom pour vous parler de la règle point de tir. Donc point de tir, c'est chaque fois que le transport va tirer, on choisit une arme de jusqu'à X figurines, donc là vous allez choisir une arme de jusqu'à 6 figurines, et on considère tout simplement que le transport est équipé de ces armes-là jusqu'à la fin de la phase. Alors maintenant, si vous avez réussi 3 touches, eh bien vous allez avoir 3 jets de blessure. Pour regarder la blessure, on s'occupe de la force de l'arme et on va la comparer par rapport à l'endurance. Donc si on imagine que le petit Gretchen a une endurance de 2, vous avez une force de 4, la force est le double de l'endurance, donc vous allez toucher sur un 2+, donc 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que le 1 va toujours être un échec et le 6 toujours une réussite. Ensuite, si vous avez plus que la force, enfin plus avec votre force que l'endurance de la cible, vous allez toucher sur un 3+. Si c'est égal, c'est un 4+. Si votre force est plus faible que l'endurance, c'est sur un 5+. Et si l'endurance est 2 fois plus grande ou supérieure, c'est juste sur un 6. Touche fatale est une capacité que l'on retrouve sur certaines armes et en particulier sur celle des guerriers Nécrons et vous permettra de blesser automatiquement votre cible lorsque vous obtiendrez des touches critiques. Comme nous pouvons le voir sur le canon laser du Ballistus Dreadnought, nous avons une arme jumelée. Celle-ci vous permettra tout simplement de relancer vos jets de blessure, permettant ainsi de fiabiliser grandement vos tirs. La plupart des armes du 41e millénaire sont connues pour être dévastatrices en toutes circonstances, et certaines d'entre elles auront la capacité blessure dévastatrice qui infligera la caractéristique de dégâts en blessure mortelle lorsque vous obtiendrez une blessure critique. Nous avons vu précédemment qu'un 6 non modifié pour blesser était appelé une blessure critique, avec la capacité anti, en fonction du mot-clé qui lui sera affilié ainsi que de la valeur, vous pourrez obtenir des blessures critiques plus facilement en fonction de l'unité ciblée. Par exemple, l'arme combinée du Librarian en armure Terminator possède anti-infanterie 4+. Cela signifie que lorsque vous obtenez un jet pour blesser de 4 ou plus contre une unité d'infanterie, alors vous infligez une blessure critique. L'arme provoquant aussi des blessures dévastatrices, vous infligerez votre caractéristique de dégâts en blessure mortelle. Il faut noter qu'il y a certaines fois des modificateurs qui soient positifs ou négatifs. Malgré tout, on ne peut jamais avoir plus que 1 en malus ou en bonus pour faire votre jeté de dés. Donc il n'y aura jamais de plus 2 à mon jeté de dés ou de moins 2 à mon jeté de dés. Donc une fois que vous avez votre nombre de blessures, il faut allouer les attaques. Donc ça c'est le joueur qui possède l'unité, là en l'occurrence
chevalier gris qui va décider. Là, malheureusement, il y en a une déjà qui est déjà blessée, donc il est obligé de la faire prendre pour cible en premier. Et ce, même si l'unité qui tire ne la voit pas, d'accord? Rappelez-vous que à partir du moment où vous voyez une seule figurine de l'unité, eh bien toute l'unité est visible. Donc il va allouer les blessures en commençant par celle qui est déjà blessée. Alors bien sûr, si au sein d'une même unité vous avez des armes qui sont différentes, eh bien le mieux c'est d'utiliser soit des dés de couleurs séparées pour faire le jeu en même temps, pour gagner un peu de temps, soit de les faire un par un et de bien faire des groupes en disant ça c'était avec les Reapers, ça c'était avec les Flayers, parce que eh bien, les armes peuvent avoir aussi forcément des forces différentes et aussi des pénétrations d'armure différentes. La pénétration d'armure, c'est ce qui va déterminer si la cible a droit à une sauvegarde et dans le cas où elle y a droit, s'il y a un modificateur ou pas. Dans ce cas, les Terminators ont une sauvegarde naturelle à 2+, je regarde les armes qui ont touché, donc j'ai et des Flayers qui n'ont pas de modificateur, donc AP 0, c'est-à-dire que pour les blessures qui ont été occasionnées par ces armes-là, je vais faire une sauvegarde à 2 ou plus. Par contre, pour les Reapers, comme eux, ils ont une pénétration d'armure de -1, c'est-à-dire que là, pour les blessures qui ont été occasionnées par les Reapers, eh bien, je vais avoir une sauvegarde à faire sur 3+. Donc là aussi, soit vous jetez en même temps avec des dés de couleurs différentes, ou soit vous les faites un par un. Alors chaque fois qu'une arme cause des blessures qui ne sont pas sauvegardées, eh bien la cible va perdre un nombre de points de vie qui est égal à la caractéristique de dommage. Alors si vous avez D6, ça veut dire qu'il faudra lancer un D6, donc ça va être entre 1 et 6 blessures, et si c'est un D3, simplement voilà, vous divisez le jet d'un D6 par 2. Alors attention cependant, parce que si vous avez une arme qui va causer en fait plusieurs dégâts, donc là par exemple le canon laser fait D6 plus 1 à chaque blessure, donc si on imagine que j'ai blessé 2 fois, je ne vais pouvoir tuer que 2 figurines parce qu'elles n'ont que 1 point de vie. Même si je fais sur mon D6 5 par exemple, 5 plus 1, 6, je suis censé causer 6 dommages, mais les 6 dommages ont été alloués à une seule figurine. Donc je vais d'abord enlever ces points de vie, puis après on passera à une autre figurine, mais avec une autre blessure. Donc les points de vie en fait perdus sur les dégâts ne se répercutent pas d'une figurine à une autre. A l'inverse, quand vous tirez avec des armes qui causent plusieurs dommages sur des unités constituées de figurines avec plusieurs points de vie, eh bien il faut bien le faire au cas par cas. C'est-à-dire que si à chaque fois c'est un nombre de dommages aléatoires, eh bien je vais d'abord évidemment commencer par cette figurine-là, étant donné qu'elle a déjà une blessure, donc le joueur qui possède les Space Marines est obligé de cibler en priorité celle-ci. Si je cause des 3 dommages et que je fais 1, 2 ou 3, peu importe, étant donné qu'il lui reste plus qu'un seul point de vie, il va décéder. Ensuite, par contre, je vais devoir jeter le dé, parce que si je fais D3 dommages et que j'obtiens un seul dommage, eh bien, je vais mettre un point de vie ici. Ensuite, je rejette encore une fois un dé, et même si je cause 3 dommages, les 3 dommages vont être alloués à lui, même s'il ne restait qu'un seul point de vie. Donc, il faut bien faire ça séquentiellement. Les armes à fusion n'ont pas fondamentalement changé dans la 10e édition. Vous obtenez un bonus au dégâts de l'arme si vous êtes à mi-portée. Comme nous pouvons le voir sur l'Armiger avec sa Thermal Spear, qui est Melt à 4, comprendre Fusion 4, avec une portée de 24 pouces et une caractéristique de dégâts D6. Lorsque vous serez à 12 pouces ou moins de votre cible, la mi-portée, votre arme infligera D6 plus 4 dégâts. Durant la 9e édition, nous avons connu de nombreuses unités possédant un profil dégressif, que ce soit pour les véhicules, les monstres et certains personnages, où l'on devait mémoriser toute une grille de statistiques qui augmentait ou diminuait. En V10, cela se simplifie grandement, car lorsque vous atteignez un seuil de blessure, vous subirez qu'un malus de -1 pour toucher, et c'est tout. Après vous avez quelques figurines comme l'archiviste par exemple qui a une sauvegarde invulnérable, donc vous le voyez avec ce blason, eh bien c'est une sauvegarde qui est non modifiable, c'est-à-dire quelle que soit la pénétration d'armure de l'arme qui vient de le blesser, eh bien il aura toujours droit de choisir soit sa sauvegarde naturelle d'armure, si elle est meilleure, ou alors, si ce n'est pas le cas, eh bien sa sauvegarde invulnérable. Depuis les débuts de Warhammer 40 000, les armes à plasma sont connues pour leur grande puissance, mais aussi pour leur grande instabilité. Dans la 10e édition, certaines armes auront la capacité à risque. Une fois que vous aurez fini la séquence de tir de ce type d'arme, vous lancerez un D6 par figurine ayant utilisé celle-ci. Si vous obtenez un résultat 1, votre figurine sera détruite à moins qu'elle soit un personnage, véhicule ou monstre. Dans ce cas, elle subira 3 blessures mortelles à la place. Pour tout autre résultat, rien ne se passe. Alors certaines figurines, quand elles sont détruites, on la règle destruction néfaste. Donc à partir du moment où elles perdent leur dernier point de vie, vous jetez un dé, et si vous faites un 6, vous allez regarder toutes les unités qui sont dans les 6 pouces. À partir du moment où elles sont dans les 6 pouces, que ce soit des unités amies ou des unités ennemies, eh bien elles vont prendre la valeur de destruction néfaste X. Donc si X est égal à D3, ça veut dire que ici D3 blessures, ici D3 blessures, et ici D3 blessures. Après, bien sûr, si les figurines sont à plus de 6 pouces, elles ne prennent rien. Donc on vient de voir la phase de tir
dire, hein, qui est la phase préférée de tous les joueurs de Warhammer 40 000 normalement, sauf ceux qui sont full corps à corps, comme les Space Wolves. Voilà. Alors tout ce qui est corps à corps va se diviser en deux phases, donc la phase de charge et la phase de combat. Alors techniquement n'importe quelle unité peut tenter une charge. Alors premièrement, première restriction, il faut qu'elle soit à 12 pouces d'une cible éligible, donc d'une unité adverse. À partir du moment où c'est le cas, on peut déclencher une charge. Malgré tout, il ne faut pas que l'unité ait fait un mouvement d'avance ni battu en retraite ce tour. Ensuite, on ne doit pas être soi-même déjà en corps à corps, on ne peut pas s'enfuir d'un corps à corps si on est déjà dans un corps à corps. Et après, l'unité ne peut pas non plus être un aérodyne. Après, je vous rappelle que même si vous avez raté votre test d'ébranlement, eh bien vous êtes quand même éligible pour combattre. Donc là, eh bien je vais simplement jeter 2 dés. Donc le total fait 7. Alors 7, vous voyez, c'est pas suffisant pour arriver au corps à corps en étant socle à socle. Malgré tout, eh bien je suis quand même à moins de 1 pouce du guerrier Necron le plus proche. Donc je peux être dans la zone d'engagement. Donc ma charge va être réussie. Maintenant, si la charge est une réussite, par exemple j'ai fait 10, eh bien je peux parcourir 10 pouces pour contacter au corps à corps une unité adverse. Donc je ne suis pas obligé d'aller directement vers le plus proche, je peux essayer d'aller chercher quelqu'un de plus loin ou essayer par exemple, vous voyez, de me rapprocher de l'objectif pour essayer de contacter celui-ci, comme ça après, on ne sait jamais, hein, je vais pouvoir contester. Donc ce genre de choses est totalement permise. L'obligation, par contre, c'est que si vous avez suffisamment de portée, vous êtes obligé de venir vous mettre en contact socle à socle. On ne peut pas faire une charge en se mettant un petit peu près par là, en disant bon voilà, ça va m'avantager par la suite. On est obligé d'essayer de contacter au corps à corps directement socle à socle. Alors dans les possibilités de charge, je peux aussi décider de charger 2 unités différentes. Là, on a le lieutenant, là, on a l'unité de Terminator. Si j'ai envie, par exemple, de les engager pour les empêcher de tirer, je peux tenter une charge sur les deux. Par contre, attention, il faut que je puisse engager les deux. C'est-à-dire que dans ce cas présent, j'ai fait 3, alors je vais pouvoir me rapprocher à distance d'engagement des deux. Vous voyez, en étant ici, ce sera bon, je serai à 1 pouce de ce Terminator et à 1 pouce de ce lieutenant. Maintenant, si l'unité était comme ceci et que j'avais voulu être un petit peu gourmand, et bien en fait avec mon mouvement de 3 pouces, je ne pouvais pas être dans la zone d'engagement de l'unité de Terminator, et si j'ai annoncé que je chargeais et les Terminators et le lieutenant, et bien même si je peux atteindre le lieutenant, ma charge est un échec et je vais rester sur place. Maintenant, si on regarde l'unité de Neurogaunt, si j'ai décidé de charger uniquement les Terminators, une des restrictions, c'est de toujours rester hors de la zone d'engagement d'une autre unité. Donc par exemple, le lieutenant, comme il est assez proche en fait, il faut que j'essaye de contacter le Terminator tout en étant à plus de 1 pouce du lieutenant, vous voyez, parce que je ne peux pas rentrer dans la zone d'engagement d'une unité que je n'ai pas décidé de charger. Ensuite, là comme j'ai fait 6, je dois emmener un maximum de figurines en contact socle à socle, donc je peux tout à fait contourner, venir par derrière, vous voyez, ça fait largement 6, et puis essayer de les bouger dans l'ordre que je le désire. Maintenant, attention, il faudra qu'il soit en cohésion d'unité, c'est-à-dire que si on imaginait qu'il ne restait que 2 figurines, ces 2 figurines ne sont plus en cohésion d'unité, parce que c'est 2 pouces, là je suis trop loin, donc forcément j'aurais pu faire peut-être aussi un mouvement comme ça aussi, hein. Ça passe, on peut même passer à travers. Maintenant, rappelez-vous, vous essayez de contacter un maximum de figurines. Alors après, certes, en manigançant un petit peu, suivant l'ordre de déplacement des unités, si ça vous arrange, vous pouvez essayer d'empêcher les figurines de venir. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle ne peut plus venir, alors que si je la mets comme ça, côte à côte, là, j'ai l'emplacement pour venir. Bon, ça c'est à vous de jouer, c'est là où il y a aussi un petit peu de tactique, un petit peu de sens de jeu. En tout cas, vous allez rapprocher vos unités, chacune d'un maximum de 6. C'est-à-dire que même celle-ci, je ne peux pas faire, vous voyez, une fois que j'ai mesuré, donc 6, ça me les emmènerait là, je ne peux pas l'emmener ici. Il faut bien mesurer chacune des figurines sur la distance de charge. Autre précision, vous n'avez pas besoin d'avoir une ligne de vue. Même si vous ne voyez pas l'unité sur laquelle vous voulez charger, à partir du moment où elle est dans une distance de 12 pouces, eh bien, vous pouvez tenter votre charge. Alors, toutes les unités qui ont réussi à faire une charge vont gagner la règle frappe en premier. Ça va être uniquement pour ce tour de jeu, mais par contre, il faut aussi penser que certaines unités vont l'avoir naturellement. C'est-à-dire que sur leur fiche d'unité, eh bien, vous allez avoir la règle frappe en premier. Alors un mot-clé qui a son importance, c'est le mot-clé vol, comme le Prima Tyrannide par exemple. Donc lui, comme il a vol, il peut passer par-dessus des unités pendant la phase de charge aussi. Donc si j'ai fait 11 sur ma distance de charge, eh bien je peux le déplacer par-dessus les unités adverses et puis venir contacter le lieutenant juste ici. Attention par contre à toujours rester hors de la portée d'engagement des unités que vous n'avez pas déclarées comme cible de votre charge. L'autre grand changement dans la 10e édition est la disparition de l'intervention héroïque dédiée au personnage. Celui-ci reste tout de même d'actualité, mais
sous la forme d'un stratagème. Durant la phase de charge adverse, juste après qu'une unité ennemie ait terminé son mouvement de charge, dans notre exemple un capitaine chargeant une unité orc. Le joueur orc pourra utiliser le stratagème intervention héroïque pour 2 points de commandement. Une unité de son armée à 6 pouces de l'unité ennemie ayant chargé pourra déclarer une charge, si celle-ci est éligible pour la déclarer, comme si c'était sa propre phase de charge. Après vérification des distances, il s'avère que le Dread de la mort est éligible pour effectuer l'intervention héroïque. Dans ce cas, vous déclarez une charge contre l'unité ennemie et la résolvez comme si c'était votre propre phase de charge. C'est précisément à ce moment que nous comprenons le changement par rapport à la V9. Puisque nous déclarons une charge, alors nous effectuerons un jet de charge, ce qui indiquera la distance parcourue par l'unité faisant l'intervention héroïque. Attention tout de même, car seules les unités véhicules avec le mot-clé marcheur pourront faire des interventions héroïques. Alors, ce qui concerne les éléments de terrain, pour les charges, eh bien, à partir du moment où il ne faut pas plus que 2 pouces de hauteur, je les ignore. Donc, je passe directement à travers, un vol d'oiseau, en comptant uniquement la distance de façon horizontale. Par contre, si je veux grimper, eh bien, je vais devoir mesurer en fait la hauteur de ce bâtiment. Comme là, chaque étage fait 3 pouces. Si je veux atteindre, donc ici, il va me falloir en ligne droite à peu près 3 pouces, plus 3 pouces pour monter. Après, encore 2 pouces pour venir me mettre par exemple ici, et encore 3 pouces pour pouvoir arriver au contact. L'idée, c'est bien entendu de pouvoir positionner la figurine à l'étage. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter, par exemple, juste comme ça à distance si votre figurine ne peut pas être positionnée. Donc il faut pouvoir arriver bien à l'étage. Les attaques de chars existent depuis très longtemps dans Warhammer 40 000, mais les règles qui régissent ce genre de situation ont souvent été très décevantes. Désormais, la 10e édition encourage ce type de stratégie via le stratagème attaque de char. Durant votre phase de charge, vous choisissez une unité véhicule de votre armée, ici un Baneblade. À la fin de cette phase, une fois que vous avez fini votre mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à portée d'engagement ainsi qu'une arme de mêlée dont votre véhicule est équipé. Dans notre cas pratique, nous sélectionnons l'unité ennemie de Termagant et pour ce qui est de l'arme, le Baneblade en possède qu'une seule. Lancez un nombre de dés égal à la caractéristique de force de votre arme, puis ajoutez 2 dés si votre force est supérieure à l'endurance de l'unité ennemie. Dans notre exemple, la caractéristique de force de l'arme du Baneblade étant de 8 et en plus supérieure à l'endurance des Termagant, nous lancerons un total de 10 dés. Puis pour chaque résultat obtenu de 5 ou plus, vous infligerez une blessure mortelle à l'unité adverse, bien entendu jusqu'à un maximum de 6. Alors une fois qu'on a fait la phase de charge, eh bien on rentre dans la phase de combat. Donc dans la phase de combat, on va commencer par le joueur dont c'est le tour et on va s'occuper uniquement dans un premier temps des unités qui ont la règle combat en premier, soit parce qu'elles ont chargé ou soit parce qu'elles l'ont nativement. Alors quand on désigne une unité pour combattre, elle va faire 3 choses: engager, effectuer des attaques et consolider. La première chose, l'engagement, c'est pour maximiser en fait le contact socle à socle et essayer de maximiser aussi les attaques. Donc toute figurine qui n'est pas contact socle à socle avec une figurine adverse a le droit à un mouvement d'engagement. Ce mouvement, il doit se faire vers la figurine la plus proche, donc faites attention, parfois ça va pas être très avantageux, mais il faut aller vers la figurine la plus proche, donc c'est-à-dire qu'ici, je suis obligé de venir plutôt vers ce Terminator que celui-ci, et il faut que je vienne, si possible, contacter au corps à corps. Comme là, ce n'est pas possible, je vais me mettre en contact d'une figurine qui elle-même est en contact, vous verrez pourquoi. Ensuite, celle-ci, elle peut venir en contact socle à socle, et je suis obligé de contacter socle à socle. Je ne peux pas simplement profiter de mouvements de 3 pouces pour me mettre par exemple ici et essayer d'être un petit peu plus près du lieutenant si des fois ça m'arrange. Non, je suis vraiment obligé, si le jeu me le permet, d'aller au contact socle à socle. Donc celle-ci va venir contre le Terminator. Alors, autre cas de figure, mon mouvement d'engagement, il peut aussi me permettre de contacter une unité que je n'ai pas chargée et qui n'est pas à portée d'engagement pour l'instant. Portée d'engagement, je vous rappelle que c'est 1 pouce. Donc là, par exemple, comme celle-ci, c'est la figurine la plus proche, je peux totalement venir ici avec mon mouvement de 3. Ici, je peux aussi venir me déplacer. Alors, vous allez continuer en fait ce type de mouvement. Maintenant, rappelez-vous bien sûr les restrictions. Vous êtes obligé, si vous en avez la possibilité, d'aller au contact socle à socle. Ici, je peux y aller, donc je suis obligé de venir ici. Je ne peux pas venir me mettre là. Pourquoi je voudrais me mettre là? Parce qu'il faut aussi respecter la cohésion d'unité, c'est-à-dire que je ne peux pas venir comme ceci, par exemple, et puis envoyer cela par ici, et puis me retrouver avec à un moment donné où en fait, les figurines ne seraient pas forcément toutes en cohésion. Donc faites attention, c'est 2 règles vraiment très importantes à respecter quand vous êtes sur les corps à corps. Maintenant, rappelez-vous que la cohésion, c'est 2 pouces, donc ça permet quand même quelques petites souplesses. Rappelez-vous aussi que si vous
vous avez une grosse unité qui fait 7 figurines ou plus, eh bien il faut que chaque figurine soit en cohésion avec 2 unités, enfin 2 figurines de votre unité. Maintenant, vous voyez, dans ce cas-là, par exemple, celle-ci est en contact avec ces deux-là, et celle-ci est en contact avec ces deux-là, mais elles sont elles-mêmes en contact, donc du coup, ça passe. Alors ici, une autre précision aussi, c'est que le lieutenant, lui aussi, maintenant, comme il se fait engager, eh bien quand ce sera au tour du joueur Space Marine, eh bien il aura totalement la possibilité de déclencher des attaques avec le lieutenant, parce que justement, il est dans une portée d'engagement. Alors maintenant que je suis au corps à corps, je vais pouvoir frapper. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les attaques de mêlée. Donc faites attention parce que vous avez certaines figurines qui possèdent en fait plusieurs modes de combat ou plusieurs armes. En tout cas, que vous ayez plusieurs armes de corps à corps ou une seule qui a plusieurs modes, comme là en l'occurrence avec l'Armigeur Warglaive, vous ne pouvez effectuer des attaques qu'avec une seule arme, sous règle spéciale, mais si vous avez par exemple et un marteau et une épée, vous allez choisir soit le marteau, soit l'épée. Certaines armes possèdent la capacité attaque bonus, comme nous pouvons le voir avec l'équipement de Belisarius Cawl. À chaque fois que le porteur de ce type d'équipement combat, il pourra effectuer des attaques avec cette arme en plus de celle avec laquelle il choisit de se battre. Ainsi, vous lancerez un nombre de dés supplémentaires en fonction de la valeur associée à l'attaque bonus, tout en suivant le profil qui lui est affilié. Là, en l'occurrence, l'Armigeur Warglaive, eh bien, je peux utiliser la Reaper Chain Cleaver, mais je peux choisir soit de frapper en mode strike, soit en mode sweep. Qu'est-ce qu'on va regarder? Le nombre d'attaques. Vous voyez, attaque 4 ou attaque 8. Donc le jet pour toucher 3+, ça peut changer, donc faites attention. Et ensuite, la force, bien évidemment. Donc là, vous allez essayer de regarder par rapport à ce que vous voulez blesser. Là, en l'occurrence, je suis contre le Screamer Killer qui a une endurance de 9. Donc je vais plutôt choisir la Strike, qui a une force de 10, qui va me permettre de le blesser sur un 3+, plutôt que le Sweep, qui là va me permettre, en fait, malheureusement, de le blesser que sur un 5+, étant donné que ma force est plus faible que son endurance. Ensuite, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est les AP. Donc ça, c'est ce qui va dégrader la sauvegarde adverse. Et puis D, c'est bien sûr les dommages. Donc vous voyez, là, typiquement, Strike, c'est quand vous tapez sur les grosses figurines qui ont beaucoup de points de vie. Et Sweep, c'est quand vous allez plutôt choisir d'attaquer une unité avec des figurines qui ont un seul point de vie. Là, en l'occurrence, je vais choisir justement une Strike. Donc 4 attaques à 3+. Tout ce qui est supérieur ou égal à 3 est une réussite. Ensuite, je compare la force à l'endurance. Donc là, c'est du 3+, étant donné que ma force est supérieure à l'endurance. Donc je jette les dés. Et tout ce qui est réussi va générer en fait des sauvegardes. Donc là, il y a 2 sauvegardes à faire pour le Screamer Killer. Il a une sauvegarde à 2+. Maintenant, PA 3, donc moins 3, c'est-à-dire qu'on va enlever, on va dégrader, donc 2+ devient 3+, 4+, 5+. Donc le Screamer Killer doit faire 2 sauvegardes à 5+. Tant de sa chance, il en réussit une, c'est pas mal quand même, il s'en sort bien. Et donc celle qui n'est pas sauvegardée va infliger ses dégâts. Et à la ça, c'est 3 dégâts. Donc eh bien voilà, 3 points de vie en moins pour le Screamer Killer. Alors ce cas de figure me permet de vous rappeler que toutes les figurines ont des attaques de corps à corps, des attaques de mêlée. Donc si par exemple le Beyblade s'est fait charger, il va avoir le droit aussi à un moment donné de répondre. Alors après, quelles que soient les unités, vous avez toujours la possibilité de répartir vos attaques. Alors bien sûr, il faut en avoir plusieurs, c'est la seule restriction, mais une seule figurine, comme en l'occurrence le Beyblade, avec ses 6 attaques, je peux très bien décider d'en allouer 3 à cet orc et puis 3 à ce Dread Orc. Voilà, donc ça c'est possible, même si vous avez plein de figurines qui ont plusieurs attaques, c'est voilà, vraiment à vous de choisir. Par contre, il faut encore une fois tout annoncer à l'avance, je ne peux pas attendre de voir si j'ai réussi à le tuer pour dire allez, j'en remets 2 de plus, et puis une fois que tout a été annoncé, il y en a qui peuvent être effectivement perdus, mais voilà, c'est le jeu, annoncez tout à l'avance, et puis vous pouvez encore une fois choisir des unités différentes. Alors par contre, rappelez-vous que vous ne pouvez pas cibler des figurines, vous ciblez des unités, donc l'unité de Terminator dans sa globalité, mais c'est le joueur après qui contrôle les Terminators qui va choisir quel est celui qui va prendre des blessures en premier. Parce que nous, bien sûr, on préférait que ce soit celui avec le canon d'assaut qui a une meilleure arme, mais non, c'est l'adversaire qui va choisir, et lui en l'occurrence, je pense qu'il va choisir plutôt celui avec le fulgurant. La capacité lance vous offrira un bonus de +1 pour blesser si vous avez effectué un mouvement de charge à ce tour. Pour le moment, nous n'avons pas vu d'équipement avec cette capacité dans les différents articles de Warhammer Community, mais il y a de fortes chances que nous retrouvions cette capacité sur les armes des unités de Vertus Praetor de l'Adeptus Custodes, car en V9, nous retrouvons exactement ce bonus sur leurs armes de mêlée. Alors, après avoir fait votre mouvement d'engagement, on regarde la position des figurines. Donc, vous pouvez frapper si vous êtes contact socle à socle, c'est le cas ici,
contact socle à socle, c'est le cas ici. À distance d'engagement, c'est-à-dire à moins de 1 pouce de l'adversaire, c'est le cas ici. Donc la première rangée pourra frapper. Maintenant, ensuite, vous pouvez frapper si vous n'êtes pas en contact directement de l'adversaire ou à distance d'engagement, à condition d'être en contact socle à socle avec une figurine de votre unité qui est elle-même en contact socle à socle. C'est-à-dire que celui-ci est en contact avec celui-ci qui est en contact avec l'adversaire, il va pouvoir frapper. Celui-ci est pas en contact socle à socle avec ce guerrier-là, donc il ne pourra pas frapper, même s'il est à distance d'engagement de ce guerrier-là. Et dans ce cas de figure ici, cette figurine-là est bien en contact socle à socle avec ce guerrier-là, mais lui-même n'est pas en contact socle à socle avec l'adversaire, donc il ne pourra pas frapper. Je ne frappe pas, je ne frappe pas, je suis à distance d'engagement, je suis en contact, je suis au contact de quelqu'un qui est au contact. Donc j'ai fait une ligne droite. Alors petit cas d'école qui va me permettre de vous montrer plusieurs choses. Premièrement, vous devez résoudre toutes les attaques du même type en même temps. Donc là, chez les Terminators, j'ai l'arme gantelet ou j'ai l'arme épée énergétique. Si je choisis de commencer par l'arme gantelet, eh bien je vais résoudre tous les gantelets en même temps. Ce qui peut très bien arriver, c'est que je cause suffisamment de pertes pour que le joueur tyrannide enlève cette figurine-là, cette figurine-là, cette figurine-là, cette figurine là, il reste que celui-ci qui est scellé juste au bout. Ce qui va se passer, c'est que malgré tout, étant donné que celui avec l'épée énergétique était engagé au début de la phase, il a quand même le droit d'effectuer ses attaques, même si présentement, à l'instant présent, il n'est plus en contact ni de portée d'engagement, ni d'un adversaire, mais comme il l'était au début de la phase, eh bien, il va pouvoir effectuer ses attaques et on l'imagine finir le dernier Neurobolt. Dans la 10e édition, certains personnages auront la capacité meneur qui leur permettent de rejoindre certaines unités. Vous trouverez directement sur leur fiche technique les différentes unités qu'ils pourront rejoindre. D'ailleurs, ces unités pouvant être rejointes sont appelées des unités garde du corps, et elles ne pourront pas avoir plus d'un personnage attaché, évidemment, sauf exception, comme nous avons pu le voir dans un article de Warhammer Community avec le lieutenant Primaris. La combinaison d'un personnage meneur au sein d'une unité garde du corps est appelée unité attachée. Lorsqu'une attaque cible une unité attachée, jusqu'à ce que l'unité attaquante ait résolu toutes ses attaques, vous devez utiliser la caractéristique d'endurance des figurines garde du corps, même si votre figurine meneur possède une endurance différente. À chaque fois qu'une attaque blesse l'unité attachée, cette attaque ne peut pas être allouée au meneur même si celui-ci a déjà perdu un ou plusieurs points de vie ou que vous avez déjà alloué des attaques dessus. Par contre, dès que les figurines garde du corps de l'unité attachée ont été détruites, les attaques contre cette unité qui n'ont pas encore été allouées peuvent être allouées à la figurine personnage meneur de l'unité attachée. Comme nous l'avons vu dans la capacité meneur, vous ne pouvez pas allouer d'attaque à la figurine meneur tant qu'il reste des figurines garde du corps dans l'unité attachée. Mais grâce à la capacité précision, chaque fois qu'une attaque réussit à blesser une unité attachée, si une figurine personnage est visible de la figurine attaquante, alors le joueur contrôlant la figurine attaquante pourra choisir d'allouer ses attaques au personnage au lieu de suivre les règles normales d'allocation des blessures. Alors une fois que vous avez fait vos attaques, eh bien il reste l'étape de consolidation. Donc consolidation, plusieurs cas de figure. Cas de figure numéro 1, vous êtes encore engagé avec des figurines, eh bien vous faites en sorte de venir socle à socle en vous rapprochant toujours de la figurine la plus proche pour l'engager au corps à corps. Deuxième cas de figure, imaginons que vous avez réussi à détruire l'adversaire, eh bien vous pouvez engager une autre unité adverse, voilà, tout simplement. Donc on imagine avec le Prime, je peux y aller, donc voilà. Troisième possibilité maintenant, c'est que je suis trop loin, il n'y a plus personne à engager en allant à 3 pouces, donc je suis assez proche d'un objectif pour avoir le droit de faire un mouvement vers ce pion objectif. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet justement comme ça de retenter une charge et puis en se disant que si on gagne, on peut se rapprocher. Si par exemple vous avez un rideau défensif et que vous venez de cette zone-là et que vous voulez aller sur l'objectif, vous dites il faut absolument que je passe, on peut tenter d'aller au corps à corps, de triompher et puis justement de venir placer son socle sur le pourtour de la zone de contrôle pour avoir l'objectif. Donc ça c'est vraiment plutôt intéressant. Autre possibilité maintenant, c'est que si jamais vous êtes par exemple dans cette position-là, où les figurines eh bien, sont trop loin pour pouvoir être dans la zone de contrôle, donc vous voyez, il faut vraiment que ce soit ces figurines-là. Hein. Donc là, même si je me rapproche, je n'arrive pas à toucher le gabarit, donc je suis à moins, enfin je serai à plus de 3 pouces du pion objectif. Et bien dans ce cas-là, si je ne peux pas les contacter une unité, si je ne peux pas me rapprocher suffisamment pour contrôler ou au moins contester un pion objectif, eh bien je reste sur place, je ne peux pas consolider.
Alors ce qui va arriver aussi souvent, c'est que par exemple, mon Prima attaque, il tue le vétéran des gardes tyrannides, et oui malgré tout, et ce qui va se passer, c'est que quand je vais avoir le droit d'activer l'unité de Neurogaunt, eh bien elle n'est plus à portée d'engagement. Malgré tout, elle va avoir le droit de faire une consolidation parce qu'elle était en charge ce tour-ci, ou elle a été engagée ce tour-ci. Alors une fois que vous avez fait toutes ces actions pour une unité, eh bien on doit passer à une nouvelle unité. Alors normalement, comme on est dans la phase d'attaque en premier, il n'y a que les unités qui ont soit nativement la règle attaque en premier, ou soit qui ont chargé ce tour-là, qui vont pouvoir combattre. Donc on va jouer en alternance, et on commence toujours par le joueur dont ce n'est pas le tour. Et oui, ça peut changer des choses. Ensuite, on va aller en alternance comme ça, jusqu'à ce que eh bien, un des deux joueurs n'ait plus d'unité à activer, auquel cas l'autre va terminer pendant cette phase, attaque en premier, et ensuite on va passer sur l'étape de résolution normale, et c'est là où on va faire combattre toutes les unités qui sont engagées mais qui n'ont pas frappé à l'étape attaque en premier. Alors attention, entre la VO et la VF, il y a une grosse différence parce qu'en VF, on vous dit c'est le joueur dont c'est le tour qui commence, alors qu'en VO, on vous dit c'est le joueur dont ce n'est pas le tour qui commence. Et ça change énormément de choses. Donc mettez-vous vraiment d'accord avec votre partenaire de jeu, soyez content d'avoir vu cette vidéo parce que ça peut vraiment créer des soucis. Donc voilà, mettez-vous d'accord en avance, par défaut on va prendre la VO, c'est ce qui paraît quand même le plus cohérent. Par contre après ça peut vraiment créer des situations de jeu assez originales. Par exemple si vous chargez eh bien, le lion qui a la règle frappe en premier, eh bien, à partir du moment où vous l'avez chargé, c'est lui qui va frapper avant vous, même si c'est votre étape de charge, donc il peut tout à fait vous tuer alors que vous venez de le charger. Donc faites vraiment attention à cette règle là. Le stratagème contre-offensive pour 2 points de commandement s'utilisera durant la phase de combat après qu'une unité ennemie est combattue. Alors vous pourrez activer une unité de votre armée à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies n'ayant pas été activées durant cette phase. Dans notre exemple, nous avons un Neurotyran et Screamer Killer ayant chargé la figurine du Librarian en armure Terminator. L'adversaire active le Neurotyran et une fois que les attaques sont résolues, le joueur contrôlant le Librarian pourra utiliser le stratagème contre-offensive afin de s'activer avant le Screamer Killer, lui permettant ainsi d'infliger des dégâts à l'une des unités avant de périr sous les coups du monstre tyrannide. Et voilà, vous avez vu la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, la phase d'assaut. Donc vous savez jouer maintenant à Warhammer 40 000. Après il reste encore à voir comment on fait sa liste d'armées, comment on fait les missions. Et comment on gère les décors. Alors les éléments de terrain, c'est extrêmement important, c'est ce qui va donner de la vie à vos parties. Et bien sûr, il faut pouvoir les gérer en termes de jeu. Donc dans cette section, on va voir les 6 classes d'éléments de terrain. Maintenant, quand vous achetez un élément de terrain dans le commerce, que ce soit chez Games Workshop, que ce soit imprimé en 3D, que ce soit fait par vous-même, eh bien il faut toujours qu'il puisse rentrer dans une des 6 cases qui définissent, en fait, qui sont définies par les règles. Après, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de faire vos propres règles maison, mais je vous conseille vraiment de rester dans ces cases-là. Ce sera beaucoup plus simple pour vos parties. Alors, première catégorie, ce sont les cratères et gravats. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, mettre plusieurs gravats ensemble et vous mettre d'accord pour dire que c'est l'ensemble qui est un gravat, ou vous pouvez simplement les gérer de façon séparée. Donc là, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il ne va y avoir que l'infanterie qui va interagir en fait avec ce décor, parce que de toute façon, quand vous vous déplacez à travers, à partir du moment où la hauteur ne dépasse pas les 2 pouces, vous ignorez complètement ces décors-là pour le mouvement. Et après, pour le tir, pour avoir le bénéfice du couvert, c'est-à-dire gagner +1 à sa sauvegarde d'armure, eh bien il faut être de l'infanterie, donc le Screamer Killer ça ne marche pas, le Dread ça ne marche pas, et être complètement à l'intérieur, c'est-à-dire que l'apothicaire, eh bien oui, comme il a juste un petit peu son pied dessus, il n'aura pas le +1 à la sauvegarde de couvert, et le magnifique magicien ici, comment s'appelle-t-il, je ne sais plus, le Librarian, lui par contre, il est complètement dans le terrain, donc il va bénéficier d'un +1, quel que soit l'endroit où on va tirer, et même si on le voit parfaitement à 100%. Alors dans le cas d'une unité comme celle-ci, eh bien étant donné qu'on va allouer les blessures figurine par figurine, donc celle-ci est bien complètement à l'intérieur, elle aura un +1 à son couvert, celle-ci est à cheval, donc elle n'aura pas le bonus, et lui bien sûr quand il est en dessous, il n'aura pas non plus le bonus. Donc c'est à vous de choisir par quelle figurine on va commencer. Donc bien sûr en général on choisit celle qui est à couvert, mais attention parce que si vous avez envie après de tenter une charge, eh bien c'est pas forcément une bonne idée de retirer celles qui sont les plus proches de l'adversaire. Alors avec cette V10, il y a une petite règle moi qui me
séduit assez, c'est que si vous avez une sauvegarde 3+, ou 2+, eh bien vous n'aurez pas forcément toujours le bonus de couvert. Vous ne l'aurez pas quand on vous tire dessus avec des armes qui ont PA 0. Ça évite que quand vous voulez faire un petit peu de saturation avec des petites bestioles, vous vous retrouviez avec des Space Marines qui est tous une 2+. Là en l'occurrence, comme j'ai que PA 0, eh bien la sauvegarde ne sera pas améliorée. On aura bon du 2+ quoi qu'il arrive pour l'archiviste, et puis on aura de la 3+ pour les primaris. Notez que cependant, si vous avez de la PA, comme c'est le cas avec le Screamer Killer, et bien là, par contre, le bonus va être appliqué. Alors maintenant, on va regarder le cas des débris de champ de bataille et statues. Ça peut être aussi les générateurs à plasma ou ce genre de choses. Tout ce qui va être un décor complètement fermé dans lequel on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc la règle stipule simplement que si, à travers votre ligne de vue, eh bien, vous passez sur, vous n'avez pas complètement en fait l'unité cible visible, et bien à partir du moment où un seul est caché, ou même en partie, comme c'est le cas avec le Redemptor, et bien vous bénéficiez du bonus de couvert. Alors maintenant on va voir le cas des collines, structures industrielles, bâtiments clos et conteneurs blindés. Donc j'avais plus de conteneurs, hein, Marm les a tous pris. Donc là, le principe c'est que pour le mouvement, eh bien votre mouvement ne va pas être gêné. Simplement, si vous voulez grimper, eh bien il faut compter la hauteur. Là on imagine qu'il y a 3 pouces. Donc si je veux grimper, il faut que je fasse par exemple 2, 3, 4, 5, 6 pour venir ici. Ensuite, en termes de ligne de vue, c'est assez simple. Chaque fois qu'une attaque de tir est allouée à une figurine, si elle n'est pas entièrement visible de toutes les figurines de l'unité attaquante à cause de l'élément terrain, eh bien elle a le bénéfice du couvert contre l'attaque. Alors maintenant, le cas des barricades et conduites de carburant. Donc tout simplement le mouvement, eh bien comme ils font moins de 2 pouces de hauteur, eh bien on peut tout à fait les ignorer. Par contre, on n'a pas le droit de terminer son mouvement à cheval dessus. Donc il faut avoir suffisamment de mouvement pour pouvoir complètement le dépasser. Alors pour avoir le bénéfice de couvert, il faut que bien sûr je sois partiellement caché visuellement, et il faut aussi que je sois une figurine d'infanterie. Ça ne marchera pas pour les véhicules, ça ne marchera pas pour les monstres, et il faut que je sois à 3 pouces de cet élément-là. Donc même si ma ligne de vue est cachée, mais que je suis à plus de 3 pouces de l'élément, et bien du coup je ne bénéficierai pas de +1 à la sauvegarde. Alors pour la portée d'engagement, c'est un cas particulier. Donc à partir du moment où j'ai envie de charger à travers cet élément de terrain, il faut que je regarde si ma cible est à 1 pouce de cet élément. Donc là, c'est le cas pour les Gaunt. Attention, ce n'est pas le cas pour le psychophage. Donc ce que j'ai le droit de faire, c'est de charger l'unité de Gaunt à condition que mon mouvement m'amène à 2 pouces des Gaunt. Donc ça c'est intéressant parce que même si mon mouvement total de charge m'amène juste ici, à partir du moment où je suis à 2 pouces et que eux-mêmes sont à 1 pouce, eh bien je vais pouvoir faire un combat. Alors maintenant dans le cas des ruines, qui est sans doute ce qui va être le plus difficile à gérer et ce qui va être aussi le plus répandu, étant donné que là vous avez les anciennes générations de bâtiments de chez Games Workshop, ça c'est les nouvelles générations et vous verrez qu'ils nous font une petite surprise. Alors déjà, première chose, on va regarder le périmètre. Pour définir le périmètre, c'est-à-dire l'occupation au sol du bâtiment, eh bien techniquement il faut vous mettre d'accord avec l'adversaire. Le plus commun, si vous avez par exemple ce type de ruine, c'est de tracer en fait un trait entre les extrémités et toute cette zone-là va être considérée comme le socle de la ruine. Autre possibilité aussi, c'est de directement les socler. Par contre, attention, étant donné que ça va être vraiment une partie intégrante de la ruine, eh bien on va se retrouver dans des situations qui ne seront pas forcément logiques si on les regarde comme ça. Donc faites attention et essayez plutôt d'avoir un socle physique qui est toujours à l'intérieur en fait des murs. Je pense que c'est plus facile après pour se représenter le jeu. Et alors là où je vous dis que Games Workshop nous fait un petit peu des blagues, c'est qu'il y a une nouvelle règle qui s'appelle la règle de tir plongeant et qui considère qu'à partir du moment où une figurine est à 6 pouces ou plus en hauteur par rapport au sol, eh bien elle va avoir +1 à sa pénétration d'armure, donc oui c'est assez avantageux. La petite blague, c'est que ces ruines-là, elles font 5 pouces de haut. Donc c'est-à-dire que si vous avez ces types de bâtiments, eh bien soit vous mettez des petits étages que vous bricolez, ou soit plus concrètement, eh bien votre figurine soit beaucoup plus haute. Et à l'inverse, justement, sur ces anciennes ruines qui viennent de gagner beaucoup de valeur sur les sites de revente, et bien regardez, comme les étages font 3 pouces, il suffit d'être au 2e étage tout simplement pour bénéficier de ce bonus. Alors maintenant, ce qui concerne le mouvement, et bien tout simplement les figurines d'infanterie et de bêtes peuvent se déplacer à travers. Alors qu'est-ce que ça veut dire à travers? C'est-à-dire que vous pouvez très bien passer à travers le mur, c'est-à-dire que si j'ai envie d'aller de l'autre côté, j'ai pas besoin de faire tout le tour concrètement, j'ai juste besoin de me déplacer, par exemple 1 pouce ou 1 pouce et demi sur le côté, 2 pouces, allez, parce que bien évidemment je ne peux pas m'arrêter à cheval sur un mur, hein, il faut que je puisse physiquement placer la figurine. Je peux aussi placer à travers les colonnes, ce genre de choses, tous les éléments en fait, même s'il n'y a pas de porte
porte physique ou d'espace physique, je peux passer à travers à condition d'être de l'infanterie ou une bête. Alors après, une chose qui est assez importante, c'est qu'il n'y a que l'infanterie, les bêtes ou ce qui a le mot-clé vol qui peut être placé aux étages. C'est-à-dire que je ne peux pas monter avec mon Dreadnought, je ne peux pas non plus monter avec mon Screamer Killer, ce qui veut dire que ce Primaris là, eh bien il se prémunit d'une charge. Je n'aurai pas la possibilité d'aller au corps à corps avec lui, même si on considère, attention, que la distance d'engagement au corps à corps est égale à 5 pouces. Donc on peut imaginer que si je veux charger mon propre tyrannide et que je suis juste en dessous comme ça, si là il y a pile poil 5 pouces, eh bien on peut malgré tout l'engager. Mais à partir du moment où on est un tout petit peu plus loin, eh bien voilà, c'est fini, ça ne marchera plus. Après, malgré tout, attention, il faut que vous puissiez physiquement placer le socle. C'est-à-dire que là, étant donné que le socle va déborder, je n'ai pas le droit de le placer. Il faut que je sois absolument ici. Je ne peux pas chevaucher et avoir une partie de mon socle qui est vide. Donc ça aussi, c'est important avec, par exemple, le Prime, le Tyrannide Prime. Il a le mot-clé vol, mais par contre, vous voyez, par exemple, ici, eh bien, j'ai toute une partie du socle qui ne déborde et qui ne peut pas être placée directement en contact de l'étage. Donc, ce mouvement, en fait, est par définition interdit. Donc, je suis obligé de le faire descendre et de le mettre par ici. Alors c'est là où on va rentrer dans des cas qui sont couverts plus par les règles que par la logique concrètement, c'est que vous ne pouvez pas tracer de ligne de vue à travers un élément de type ruine, même si vous avez réellement une ligne de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez défini que le socle constitue la ruine, eh bien, vous voyez les Gaunt ici, en fait, leur ligne de vue passe à travers le socle. Et même si concrètement, il n'y a rien qui m'empêche de le voir, eh bien, je n'ai pas le droit de tirer parce que je suis de l'autre côté d'un élément de type ruine. C'est la même chose ici. Si on a défini que le périmètre allait d'ici à ici, je vois parfaitement l'archiviste, mais lui-même et moi-même n'avons pas le droit de nous tirer dessus parce qu'on est de l'autre côté. Maintenant, attention, si vous êtes à l'intérieur, là par contre, on utilise les lignes de vue réelles. Et là, ça change des choses parce qu'à partir du moment où mes Gaunt sont dans la ruine, donc touchent simplement en fait le socle, on considère qu'ils sont à l'intérieur de l'élément, eh bien on va regarder en ligne de vue réelle. Et là, en ligne de vue réelle, eh bien il n'y a pas de souci, je peux tracer une ligne de vue. Maintenant, attention, parce que si vous avez un élément qui est complètement opaque, comme il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte juste au bout, eh bien si j'avais une unité qui était justement ici, je ne pourrais pas voir le Primaris qui est de l'autre côté, même en étant moi-même à l'intérieur de cet élément. Donc attention, il y a vraiment, si vous êtes à l'intérieur ou si la cible est à l'intérieur, eh bien vous regardez réellement, concrètement, la ligne de vue avec les fenêtres, les portes. Et si par contre vous êtes de l'autre côté, peu importe la ligne de vue, peu importe que ce soit réel ou pas, à partir du moment où vous traversez l'élément de ruine, vous ne pouvez pas tirer. Maintenant, dernier cas de figure, ce sont avec les aérodynes et les figurines imposantes. Là, on ignore les règles de ruine et on va regarder uniquement les lignes de vue réelles. C'est-à-dire que là, vous voyez, les Gaunt vont pouvoir voir le socle, ou ici, vont pouvoir voir à travers le bâtiment. Donc si je peux le tracer une ligne de vue, même si mon unité est à travers une ruine, je peux quand même lui tirer dessus. C'est la même chose avec le chevalier. Après, pour le bénéfice de couvert, donc avoir +1 sur sa sauvegarde, c'est chaque fois qu'une attaque de tir est allouée à une figurine, si celle-ci est entièrement dans cet élément de terrain ou si elle n'est pas entièrement visible de toutes les figurines de l'unité attaquante à cause de cet élément de terrain, elle a le bénéfice du couvert. Alors maintenant le cas des bois. Donc les bois, bien sûr, dès que vous avez des arbres, ce genre de choses, première chose, vous déterminez le périmètre. Alors soit vous avez des arbres avec un socle et puis vous dites simplement que ça va d'un arbre à un autre arbre, donc c'est votre zone de forêt, ça va permettre de savoir si les figurines sont entièrement à l'intérieur ou pas, ou soit de façon plus simple, vous avez un socle qui va représenter la forêt, auquel cas, peu importe l'emplacement réel des arbres, étant donné qu'on va s'occuper juste du pourtour et du socle de la forêt. Alors en ce qui concerne le mouvement, c'est très simple, les forêts ne gênent pas du tout les mouvements, quel que soit le type d'unité, que ce soit de l'infanterie, du monstre, du véhicule, peu importe, vous pouvez librement être placé sur les forêts. Simplement, la seule chose, c'est que évidemment, si vous pouvez déplacer vos arbres, eh bien vous allez bouger vos arbres pour pouvoir placer vos figurines à l'intérieur, sans qu'elles soient gênées. Si vous avez des arbres fixes montés sur une table réelle, eh bien voilà, là vous payez le prix d'avoir une magnifique table, mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment très simple à gérer. Alors pour la visibilité, à partir du moment où votre figurine, encore une fois quelle qu'elle soit, est entièrement dans le socle de la forêt, eh bien elle va être considérée comme n'étant pas entièrement visible. Donc typiquement vous allez avoir des bonus de couvert. Maintenant attention, parce que si votre socle dépasse un petit peu, eh bien voilà, vous allez perdre ce bénéfice.
Alors autre chose, vous pouvez tracer des lignes de vue à travers l'élément, même si visuellement vous n'avez pas de visualisation. C'est-à-dire que si la forêt est extrêmement dense, on considère que c'est une zone de bois, et dans une zone de bois, eh bien peu importe, encore une fois, l'emplacement des arbres, on peut totalement les déplacer, ça ne va jamais vous gêner en termes de jeu, donc on peut imaginer qu'il y a une ligne de vue. Par contre, bien évidemment, si on tire à travers cet élément de bois, eh bien la cible va bénéficier des règles de couverture. Alors première chose à faire évidemment, maintenant que vous êtes mis d'accord pour jouer à Warhammer 40 000, que vous avez trouvé un adversaire, Évidemment. vous êtes mis d'accord sur l'horaire, etc., l'endroit où il faut vous mettre d'accord sur le format de jeu. Alors qu'est-ce qu'on a comme format de jeu? Donc on a l'incursion avec 1000 points, la force de frappe à 2000 points, et enfin on finit sur l'offensive avec les 3000 points, donc vraiment pour les batailles à grande envergure. Donc comme vous le voyez, nous bien sûr, on va jouer avec les figurines de la boîte de Léviathan, ce qui correspond plus ou moins à 1000 points, ce qui correspond au format incursion. Donc incursion, ça joue sur une taille de table qui est de 60 par 44. On a augmenté par rapport à la V9 qui était beaucoup plus petite. Voilà, donc du coup, moi, comme j'ai des tapis qui font 1m20 par 1m80, parce que c'est le format un peu plus standard, surtout quand vous jouez à plein de jeux, eh bien, vous pouvez tout simplement avoir un tapis d'1m20, 1m80, puis rajouter des petites sidebars comme ça, disponibles chez la Mitorec avec un petit code promo IGTV à moins 10%, je vous le mets dans la description. Donc, chose qui a changé maintenant en V10, c'est qu'il n'y a qu'un seul système de points, parce qu'avant, on avait les points de puissance, les points classiques, C'est ça. et bon, les points de puissance, c'était censément simplifier la ligne, au final, tout le monde n'utilisait pas trop. C'était un petit peu compliqué, enfin compliqué, c'était trop simple en fait et pas assez pertinent. C'était surtout utilisé en jeu narratif pour éviter de trop complexifier déjà un système qui était très très fort. Et là maintenant, bonne nouvelle en fait, eh bien quand vous avez vos cartes d'index, il n'y a pas d'option, c'est-à-dire que vous choisissez ce que vous voulez, mais ça va coûter typiquement le même nombre de points. Donc vous choisissez une arme mitrailleuse ou une arme type fuseur par exemple sur un armigueur, eh bien ça coûte le même nombre de points. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça fait une sorte d'équilibre en fait naturel. Oui. Entre les anciens points et les anciens points de puissance, on a une espèce de mix. Ça permet justement à des jeunes joueurs de pouvoir commencer le hobby sans se prendre la tête. Des jeunes joueurs ou des joueurs un peu plus expérimentés qui ont un peu plus de choses en tête et qui n'ont pas envie de passer des heures sur la liste armée. Là franchement, la conception de liste, elle est relativement simple. Vous choisissez vos figurines, ça coûte un nombre de points, après peu importe l'équipement, donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Alors si vous avez joué dans les anciennes versions, vous avez connu le schéma d'armée, avec troupes élite QG, pas plus que 6 troupes, etc. C'est ça. Tout ça on oublie, c'est beaucoup plus simple maintenant. Vous avez uniquement des unités qui sont catégorisées dans quelques distinctions, donc qui sont... C'est ça, donc on va avoir les personnages, les unités de ligne, les transports assignés, les héros épiques, et ensuite on a toutes les autres unités plutôt classiques. En général, on va pouvoir les prendre qu'en 3 exemplaires maximum, sauf les héros épiques que l'on pourra avoir en un seul exemplaire. Par contre, pour tout ce qui est unité de ligne et transport assigné, on sera sur un exemplaire de 6 maximum. Voilà, donc c'est très simple à jouer, et surtout c'est très souple, parce qu'avant ce qu'il y avait c'est qu'il fallait souvent prendre un Bélial ou des bêtises comme ça pour pouvoir moduler un petit peu sa structure, jouer compagnie blindée, etc. Là vous pouvez tout à fait jouer 3 basiliques, après 3 manticores, 3 Death Strike, et ainsi de suite. Voilà, si vous voulez faire une compagnie blindée, allez-y, c'est gratuit. Alors de même, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, tout ce qui est reliques, traits de seigneur de guerre, etc., les adaptations de flotte, tout ça, ça a été... Enfin, ça a disparu pour l'instant en tout cas, oui. Parce que pour l'instant, on a juste pu voir quelques index. Après, à voir, quand les codex vont ressortir, est-ce que ça va se complexifier ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas, donc on va juste se baser sur ce qu'on connaît. Effectivement, les seules choses que l'on va pouvoir choisir désormais, c'est 3 optimisations maximum dans votre armée, sachant qu'une unité ne peut pas en avoir plus d'une, et chacune doivent être différentes les unes des autres. Et la dernière chose comme avant, c'est de choisir un seigneur de guerre, donc ça doit être forcément un personnage de votre armée. Donc dans ce paquet de cartes, vous avez tout un tas de cartes. Premièrement, on a les cartes de déploiement, donc il y a 5 types de déploiement, donc vous allez le mélanger et puis tirer une carte au hasard. Ensuite, vous allez avoir des règles de mission, donc règles de mission, là vous en avez une petite douzaine, donc je vous les mets sur le côté, on pourra les voir en détail. Et puis ensuite, vous avez la mission principale, vous voyez, toutes ces cartes ont des en-têtes bleues, ça veut dire qu'elles sont communes en fait aux 2 joueurs. Donc il y aura un mode de déploiement évidemment, une règle de mission pour les 2 joueurs et une mission principale pour les 2 joueurs aussi.
mélangeant les cartes au hasard, eh bien, on a pioché une carte de déploiement, une carte après de règles de mission, donc là c'est un champ de mine, à chaque fois qu'on fera un 6 sur un jeu d'avance, on prend une blessure mortelle, donc vous voyez que ça peut être assez rigolo, et puis après, mission principale, cible prioritaire, là c'est assez classique, au 2e, 3e, 4e et 5e tour, à votre phase de commandement, vous allez marquer 5 points de victoire par pion objectif que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 10, ça a un petit peu changé, et à la fin de la bataille, vous allez marquer 5 points de plus pour chaque pion objectif que vous contrôlez, par contre jusqu'à un maximum de 15 points de victoire. Alors une fois que vous avez pris connaissance de la mission, eh bien on doit placer les pions objectifs. Donc dans la boîte, vous avez des petits tokens, donc c'est des tokens de 40 mm. Si vous avez des pions, typiquement aussi des pions d'objectifs que vous avez achetés, eh bien ils sont toujours valables, parce que c'est toujours un pion de 40 et une zone de contrôle de 3. Et ensuite, vous avez toujours un pion qui est au centre du terrain. Ensuite, eh bien la carte vous indique qu'il y a un pion qui va être à 20 pouces par ici, plus 8 pouces par là. Voilà, merci. Ensuite, un qui est à 12 pouces ici. Voilà, et à 16 ici. Voilà, ce qui l'emmène assez proche. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on va les placer symétriquement. Et vous avez en général que 5 pions objectifs. Et dans certaines missions, ça peut être une condition justement, vous allez rajouter un 6e pion qui va être quelque part au choix d'un des joueurs. Donc le placement des décors, il se fait avant qu'on ait choisi notre bord de table, donc forcément ça va être assez équitable parce que les joueurs vont essayer de faire quelque chose où personne n'est avantagé ou désavantagé, à moins que vous ayez vraiment envie de faire quelque chose de très narratif, auquel cas il faut jouer plutôt des missions narratives. Là, quand on est sur ce type de mission générée aléatoirement, on est plutôt parti pour une partie sans trop de contraintes sur les décors. Donc voilà, est-ce que tu as des conseils peut-être dessus? Oui, au niveau des conseils, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, alors c'est une méthode d'anciens joueurs, vous pouvez prendre un quart de votre table, vous mettez un maximum de décors dessus. Une fois que votre quart de table est complet, complètement rempli de décors, vous pouvez ensuite les dispatcher un peu comme on vient de le faire sur cette table. Alors maintenant que le décor est posé, on va se mettre d'accord sur quelle va être la zone de l'attaquant et quelle va être la zone du défenseur. Donc il suffit d'orienter la carte dans le bon sens. On va dire que cette zone-là, elle est plus attaquante, parce qu'il y a tu vois, le Falcon Eldar qui arrive là comme ça. Donc on jette au dé. À chaque fois qu'on doit faire un duel au dé, on va simplement jeter chacun les dés et le plus grand l'emporte. En cas d'égalité, eh bien on rejette les dés. Donc là, tu as fait 3. Donc tu choisis si tu veux être attaquant ou défenseur. Eh bien, je vais faire le choix d'être défenseur. Ok. Donc en tant que défenseur, tu récupères le paquet de cartes du défenseur, donc avec tes missions secondaires et tes gageurs. Moi, je vais avoir cette zone-là d'attaquant, et puis avec aussi les cartes de missions secondaires de l'attaquant. Notez qu'il n'y a pas de différence entre le paquet de cartes de l'attaquant et du défenseur, ce sont exactement les mêmes. Alors là, maintenant, on arrive à une partie qui, moi, me semble vraiment très savoureuse, c'est choisir les missions secondaires. Donc la mission primaire, elle est connue, on a la même, on va la partager. Par contre, les missions secondaires, elles seront spécifiques pour chaque joueur. Et là, il y a une petite part de bluff. Donc dans les cartes de missions secondaires, vous avez celles où il n'y a aucun symbole, et celles où vous avez un petit symbole ici. Ça, ce sont les missions qui sont dites fixes. Donc on choisit deux cartes qu'on met face cachée. Donc vous pouvez, peu importe qui est le premier joueur, l'attaquant, le défenseur, vous faites ça, vous faites semblant. Moi j'aime bien parce que justement on peut feinter un petit peu, vous voyez. Même quand vous voulez prendre des cartes au hasard, vous pouvez faire semblant, ah non attends, je reprends celle-là quand même. Et puis vu ta tête, je vais plutôt prendre celle-là. Alors maintenant qu'on s'est regardé dans les yeux, qu'on a essayé de se feinter un petit peu, on révèle ces deux cartes et il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez choisi deux missions fixes, comme l'a fait Bijorn, auquel cas je sais que ces missions seront active pendant toute la partie, tu ne pourras pas les changer. Exactement. Voilà. Par contre, au moins tu sais, tu as un plan de jeu qui est déterminé. Moi par contre, j'ai fait un peu le fifou, j'ai choisi des missions aléatoires. Auquel cas, même si j'ai choisi ces missions-là, je les remélange dans mon paquet et ce sera uniquement à ma phase de commandement que je vais générer deux missions. Voilà. Donc sachez que même sur les cartes qui sont des missions fixes, il y a quand même bien deux options en fonction de si vous jouez justement en mode fixe ou en mode plus aléatoire. Notez qu'il existe un stratagème qui s'appelle Nouveaux Ordres qui vous permet, durant la fin de votre phase de commandement, de défausser une carte de mission secondaire afin d'en piocher une nouvelle. Ça coûte un point de commandement et on peut le faire qu'une seule fois par bataille par contre. Alors maintenant qu'on a déterminé les missions secondaires, donc celle du joueur qui a choisi les missions fixes et dont on les connaît, alors que celle du joueur qui est parti un petit peu plus à l'aventure, et bien du coup on ne les connaît pas encore. On va déclarer les formations de bataille. Donc première chose, vous prenez un papier secrètement ou une application, il y a des choses qui sont téléchargeables je pense comme ça, ou qui vont se développer. On l'imagine. C'est ça. Donc, première chose, vous choisissez les meneurs, savoir est-ce qu'ils vont aller dans une unité, et si c'est le cas, laquelle. Deuxième chose, vous allez choisir pour les transports, s'ils vont contenir des unités, et bien sûr, lesquelles.
Et ensuite, vous allez mettre des unités en réserve stratégique. Donc vous avez deux types de réserves, les réserves classiques, tout ce qui est parti avec les frappes en profondeur, typiquement les Terminators, et les réserves stratégiques. Les réserves stratégiques, c'est un choix volontaire de votre part, peu importe les règles de la fiche d'unité. Par contre, attention, parce que vous êtes limité à 25% de votre valeur en points. Donc si on est à 1000 points, il y a jusqu'à 250 qui peuvent aller en réserve stratégique. Alors attention, il y a quelques restrictions qui se rajoutent à tout ça, que ce soit aussi bien pour la réserve et la réserve stratégique, donc les deux combinés. Vous ne pouvez pas avoir plus de la moitié des unités qui sont mises en réserve par rapport à votre armée, mais aussi par rapport aux points totaux de votre armée. Vous ne pouvez pas avoir plus de la moitié aussi. Voilà, donc si vous jouez à 1000 points, 500 points en réserve max, et si vous avez 10 unités, 5 unités en réserve max. Alors notez que pour toutes les unités qui sont en réserve, que ce soit réserve classique, réserve stratégique, eh bien vous ne pouvez pas arriver au tour 1, quelles que soient les règles. Alors après, peut-être qu'on sait pas, dans les factions il y aura peut-être des attaques spéciales. Les drop pods par exemple. Voilà, par exemple, ou pas, on n'espère pas, j'espère pas, je joue pas Space Marine. Ou alors après, vous arriverez au tour 2 ou au tour 3, mais pas plus tard, parce que toutes les unités qui sont placées en réserve au début de la partie et qui ne sont pas arrivées après le tour 3, eh bien sont considérées comme étant détruites. C'est ça, exactement, et on a aussi du coup une petite précision, c'est-à-dire que les unités qui repartiront en réserve une fois qu'elles sont déjà sur le champ de bataille, pour revenir après le tour 3. Voilà. Alors maintenant qu'on s'est révélé notre petit papier d'amour, en montrant ce qui va se passer dans la bataille, eh bien on va faire le déploiement. Donc on commence toujours par le défenseur, c'est là où ça peut avoir un intérêt de choisir justement d'être attaquant ou défenseur, et on va mettre une unité, chacun notre tour, dans notre zone de déploiement. On ne peut pas dépasser la zone de déploiement, bien sûr, il faut que l'ensemble de la figurine, surtout quand c'est un véhicule, eh bien, soit à l'intérieur de la zone de déploiement, et si vous avez des unités embarquées, eh bien il faut qu'elles soient aussi embarquées. Bon, puisque là, nous sommes sur une vidéo enregistrée et que Iggy est un peu fatigué, hein, différence d'âge, tout ça, la jeunesse, la vieillesse. Le travail, c'est la santé. Mais... on ne va pas déployer directement les unités, mais vous pourrez peut-être nous voir sur un prochain rapport de bataille. En tout cas, là, on va jeter nos dés pour déterminer qui commencera la partie. Bien entendu, le plus grand sera obligé de commencer la partie. Donc je fais 1m61. Et moi je fais 2. 2. Bah t'es le double. Je commence. Tu commences. Donc maintenant qu'on sait qui va commencer, en commençant par ce joueur, si vous avez des aptitudes qui se déclenchent au début de la bataille, au début du premier tour, comme typiquement éclaireur X, donc éclaireur X c'est assez fort, ça vous donne X pouces de mouvement avant de commencer à jouer, et surtout si vous êtes une unité transportée, ça va s'étendre à votre véhicule de transport. Donc si vous avez éclaireur 9, vous avez droit à un mouvement de 9 pouces avant que commence le premier tour de jeu. Une petite précision, un détail, il faut vraiment que toutes les unités embarquées aient cette règle. Si vous avez plusieurs unités embarquées, dont une qui ne possède pas cette règle, alors vous ne pouvez pas la transmettre à votre transport. Typiquement le meneur. C'est ça. Donc voilà, ensuite, eh bien, vous jouez, donc vous regardez les vidéos qu'on a fait, hein, la phase de mouvement, la phase de corps à corps, la phase de tir, la phase de commandement, et une fois que c'est terminé, à la fin de votre tour, il y a une seule chose, c'est que si vous avez généré des missions tactiques, c'est-à-dire des missions qui vont se recycler comme ça au fur et à mesure de la partie, vous avez le droit d'en défausser de 1 à 2. Auquel cas, vous avez un bonus, vous avez même un point de commandement supplémentaire, mais vous ne pouvez pas en avoir plus d'un par tour de bataille. Généré en plus, voilà. Et le joueur par contre qui utilise les missions fixes, comme c'était le cas de Bjorn, lui par contre, eh bien, du coup ça marche pas, on est obligé de garder les missions fixes. Après, une des particularités qui fait un petit peu le sel du jeu, donc à voir après sur le long terme si ça va être vraiment souvent utilisé ou pas, ce sont les gageurs. Donc à la fin du 3e tour de jeu, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait tous les deux nos 3 tours de jeu, eh bien vous avez 4 cartes de gageurs. Il y en a une qui s'appelle procéder selon le plan, ça vous la mettez de côté. Ensuite, vous mélangez les 3 autres, vous ne choisissez pas encore, et vous allez en retirer une au hasard, donc on ne triche pas, j'en retire une au hasard, j'en récupère 2, plus celle qui s'appelle procéder selon le plan, et ensuite je vais choisir donc soit une mission de gageur. Par contre, si j'ai envie de rester sur mon plan parce que la bataille se déroule bien, eh bien je vais rester sur procéder selon le plan, on met la carte face cachée, l'adversaire ne sait pas ce qu'on a choisi, on révèle, et soit on procède selon le plan, soit on change tout. Exactement. Alors vous l'avez vu à l'écran, mais je vous le reprécise quand même pour que ce soit bien clair, votre mission de gageur ne va remplacer que la mission principale et pas la mission secondaire, tout en sachant que tout point de victoire que vous avez déjà marqué avec la mission principale est gardé et conservé. Alors la bataille, elle prend fin quoi qu'il arrive au 5e tour de jeu. À ce moment-là, on va compter en fait les points de victoire qu'on a marqués tous les tours de jeu. Et puis bien sûr, si c'est égalité, c'est égalité. S'il y en a un qui a plus de points, c'est celui qui remporte la partie. Attention, par rapport à la V9, nous avons quelques changements. Au niveau de la mission principale, que l'on a connue autrefois sous l'appellation primaire,
on va pouvoir marquer maximum 50 points sur la partie. Et pour ce qui est de la partie secondaire, on est sur 40 points pour un total de 90 points. Et on rajoute 10 points si vous êtes battle ready, c'est-à-dire si toute votre armée est entièrement peinte. Donc voilà, si vous suivez toutes ces étapes-là, vous savez jouer une mission de Warhammer 40 000. Je vous rappelle que vous avez une playlist avec apprendre à jouer, que ce soit le mouvement, la phase de commandement, le tir, le corps à corps. Là, on était vraiment basé sur les missions en saut capitulaire. À voir, je pense qu'il y aura sans doute d'autres paquets de cartes qui vont sortir. Ça me paraît assez intéressant. Des saisons, peut-être, on peut imaginer. Des saisons ou alors tout simplement des paquets qui seront liés au codex. Aussi, tu penses qu'il pourrait y avoir ça? Ah oui, peut-être. Je pense. On peut imaginer ça. Comme ça vous fait un paquet de cartes à vendre en plus ou à acheter en plus. Exactement, comme en V7. Donc merci à vous d'avoir vu ces vidéos. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Merci beaucoup Bijorn pour l'aide que tu m'as apportée. Puis merci à toi aussi de Tu seras toujours pas invité. payé. Je sais pas qu'il allait le dire. J'avais oublié. Par contre, vous, je vous en prie, si ça vous a servi, eh bien pensez à un petit coup de Tipeee. Moi, c'est comme ça que je gagne ma vie, tout simplement. Donc voilà, pensez-y, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de continuer et d'inviter Bijorn pour un rapport de bataille. C'est ça, exactement. À bientôt. Salut à tous. Ciao.